Bonjour à tous. Nous allons reprendre le cours de cette journée d'études qui était consacrée ce matin aux questions de conservation du patrimoine écrit sous l'angle de la durabilité. Et cet après-midi, l'enjeu pour nous, c'est de parler de la transmission des collections patrimoniales sous l'angle toujours de l'écologie et du développement durable. Donc cet après-midi s'organise en 2 temps. Dans un premier temps, une table ronde sur les enjeux de transmission que je vais présenter dans un instant, avec des intervenants en visioconférence et des intervenants en présentiel, sachant qu'on a eu un désistement, celui de Colette Puynège-Bâtard, directrice des bibliothèques de Bourges, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, comme le mentionnait Marion ce matin. Elle a eu un accident ce week-end, et donc elle nous a bien envoyé sa présentation. Elle était vraiment prête pour intervenir. Cet été, elle devait même intervenir avec Gilles Clément, vous savez, ce paysagiste avec qui elle a mené un très beau projet d'aménagement d'un jardin près de la médiathèque de Bourges. Malheureusement, effectivement, ces conditions de santé n'ont pas permis qu'elle soit même en visio avec nous cet après-midi. On mettra en ligne sa présentation, puisque vraiment, ce retour d'expérience est très intéressant entre un grand paysagiste et une bibliothèque, celle de Bourges. Je profite effectivement, j'attends que Sylvie nous rejoigne, effectivement, l'autre intervenante de cette table ronde. J'en profite pour vous expliquer le sens de la présence de ce petit livre de sciences que vous pouvez emprunter, que vous pouvez en prendre avec vous, qui s'appelle Planète Nature. Vous savez que chaque année, dans le cadre de la Fête de la Science, le groupe Sciences pour tous du Syndicat national de l'édition travaille avec les 2 ministères, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère de la Culture, pour faire paraître un livre, un petit livre de sciences, c'est la 5e année. Et depuis 2 ans, le thème, c'est Science en bulle. C'est-à-dire que c'est la présentation de thèses sous forme de quelques planches de bande dessinée, grâce à 2 dessinateurs, Peb et Fox, qui travaillent avec les doctorants pour présenter sous forme de bande dessinée leur création. Donc c'est distribué dans le cadre de la Fête de la Science. Si vous allez en librairie, que vous achetez un livre de science, on vous donnera cet ouvrage. Et le ministère de la Culture s'est associé à cet événement pour qu'un certain nombre d'exemplaires, 10 000, soient répartis entre toutes les bibliothèques en France. Donc on en envoie aux bibliothèques départementales, on en envoie aux bibliothèques municipales importantes, en pensant que ces 2 réseaux réussissent à couvrir l'essentiel en fait, du territoire. Donc c'est le sens effectivement de la démarche de vous mettre à disposition ces exemplaires. Ils sont pour vous et pour l'agence Bourgogne-Franche-Comté qui diffusera le reliquat à ses membres, sachant que la bibliothèque de Dijon a dû recevoir son lot d'ouvrages et que la bibliothèque départementale de la Côte d'Or a également reçu son nombre d'exemplaires. L'idée pour nous, c'est que les bibliothèques l'intègrent à leur collection, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà les 4 précédents numéros, et que pour les exemplaires qui vous restent, c'est de créer des animations ou de les distribuer en fait à vos lecteurs. L'idée, c'est de bien montrer que les bibliothèques sont légitimes pour parler de culture scientifique et technique et sont actrices en fait d'opérations comme la Fête de la Science qui débute aujourd'hui. C'est pour ça que vous découvrez ce livre en avant-première. Nous n'avions pas le droit de le diffuser avant aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à en prendre pour vous, pour vos familles, pour vos collègues. Ils sont à vos dispositions à l'entrée de la salle. Voilà, c'était juste une petite introduction avant de débuter en fait, cette première table ronde, puisqu'elle sera suivie d'une seconde, avant la conclusion par Tiffaine Cécile Fouché, qui clôturera l'ensemble de la journée. Alors, la première table ronde de cet après-midi est consacrée à la transmission des collections et à l'écologie. Il s'agit de réfléchir ensemble à transmettre les connaissances contenues dans nos collections dans le domaine de la biodiversité et de l'écologie pour mieux respecter la nature. Donc cela passe, comme nous allons le voir, par des programmations culturelles, notamment la médiathèque de Jean Jaurès à Nevers, dans un instant. Ça va être notre premier retour d'expérience, mais également des enrichissements de collections, leur valorisation, par la numérisation, mais aussi par d'autres modes de valorisation, des publications de qualité, et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir autour de la table 2 auteurs, 2 universitaires auteurs d'un livre collectif, La forêt au Moyen-Âge, avec un clin d'œil aux collections de la bibliothèque de Dijon, puisque votre couverture est une des enluminures les plus connues
en fait, des manuscrits de Cîteaux conservés ici. C'est vrai que le manuscrit se trouve à quelques mètres, le manuscrit 173, donc les Moralia in Job, au XIIe siècle. Et c'est vrai que cette enluminure est mondialement connue. Quand je m'occupais de la base en enluminure, c'était une de celles qu'on me demandait le plus des 4 coins du monde. Donc c'est très, très, très bien de l'avoir choisi, puisque ça met en valeur en fait, le patrimoine écrit des bibliothèques. Donc il s'agit effectivement de travailler à la prise en compte dans notre projet scientifique et culturel des bibliothèques du développement durable. Donc ce matin, Arnaud Dermy a parlé de sensibilisation, a parlé de nos lecteurs, mais aussi dans nos pratiques, comme on l'a vu ce matin, on peut intervenir pour que nos bâtiments soient moins énergivores et donc mettre en lumière l'importance de la prise en compte du développement durable. Pour parler de ces sujets, nous avons donc 4 intervenants, 2 en présentiel, 2 en distanciel. Donc en visio, nous avons Isabelle Baillet-Blessinger, qui est directrice de la médiathèque Jean Jaurès à Nevers. Et nous avons Jean-François Lefebvre, qui est le chef de service adjoint, et qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez pu trouver sur le présentoir à l'entrée de la salle le résultat, en quelque sorte, d'une opération, mais je vais leur laisser présenter, mais menée en 2019, qui aboutit à cette publication, très belle publication que vous avez dont vous avez pu prendre connaissance dès ce matin, ainsi que tout un ensemble, effectivement, d'expositions et de valorisation. Et c'est ça qui nous a intéressés dans cette démarche, c'est qu'au-delà de l'événementiel 2019, il y a un travail qui se poursuit de numérisation, de valorisation de ces collections. Donc c'est inscrit dans la longue durée, et c'est vraiment une démarche qui nous semble intéressante, que les bibliothèques puissent tisser des partenariats avec les muséums d'histoire naturelle, avec tous les acteurs en fait, du territoire qui ont des collections en résonance avec celles conservées dans la bibliothèque. Et ensuite, nous donnerons la parole effectivement à Hervé Richard et Sylvie Bépois. Je les présenterai dans un instant. Dans un premier temps, je vais céder la parole donc à Isabelle et Jean-François pour le retour d'expérience sur mémoire végétale. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Clerc. Est-ce que tout le monde nous entend? Il n'y a pas de problème de communication? Très bien. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, on est très, très heureux d'avoir été invités à cette table ronde pour faire ce petit retour d'expérience, effectivement, sur l'exposition et les actions de médiation qui a eu autour de l'exposition Mémoire végétale, herbier de la Nièvre. Avant toute chose, on souhaitait vous présenter nos excuses de ne pas être parmi vous. On a eu plusieurs cas positifs de Covid dans la collectivité qui à chaque fois génèrent des arrêts de travail pour la personne bien sûr, mais aussi pour tous les cas contacts, ce qui désorganise beaucoup la collectivité en ce moment, d'autant plus qu'on est en réorganisation. Donc on a préféré faire cette intervention à distance qui évidemment est beaucoup moins confortable pour vous et pour nous, bien sûr, dans la communication. Bon, alors, avant de laisser la parole à Jean-François Lefebvre, qui était donc en grande partie moteur de cette exposition, je souhaitais simplement faire une petite présentation de la médiathèque Jean Jaurès à Nevers, qui est donc une bibliothèque municipale dans le département de la Nièvre, la plus grosse bibliothèque dans un département qui est très rural, comme vous le savez sans doute. Un service assez important puisque une vingtaine d'agents travaillent au quotidien dans ce bel outil de lecture publique qui a une double vocation, à la fois une vocation forte de lecture publique avec des fonds courants qui sont importants et puis une vocation patrimoniale tout aussi importante avec des collections d'un grand intérêt, donc un fonds ancien important en qualité et en quantité de documents, le fonds Mitterrand dont vous avez peut-être entendu parler, et puis le fonds Tuilier qui est un fonds prestigieux qui nous est arrivé il y a quelques années, le dernier en date, et qui n'a pas fini d'être inventorié. Voilà. Donc ces précisions étaient importantes parce que c'est la valorisation de ces fonds-là qui nous a conduit à développer le projet dont on va vous parler aujourd'hui. Projet pour lequel les élus de l'époque, donc Monsieur Francillon pour ne pas le citer, nous ont soutenus. Donc je vais laisser la parole à Jean-François. Alors bonjour à tous, je vais simplement m'assurer que vous avez en vue le diaporama. Pas pour l'instant. Ça va venir. Ouais.
Merci. Voilà, normalement, Jean-François, c'est bon, tu dois pouvoir partager ton écran et faire défiler le diaporama. Voilà, écoutez, c'est parti. Donc en fait, je voulais simplement rappeler par rapport à la genèse du projet, excusez-moi, simplement faire défiler. Voilà. Pour démarrer, je voulais simplement donc rappeler par rapport à la genèse du projet un document important sur lequel nous nous sommes appuyés par rapport à nos collections. Un inventaire, une opération d'inventaire a été menée par le Muséum d'histoire naturelle d'Autun en collaboration avec le Jardin scientifique de Dijon et la délégation Bourgogne du Conservatoire botanique national du bassin parisien, dont les bureaux sont installés au parc naturel du Morvan à Saint-Brisson. Cette opération a été menée en 2006, ce qui nous a permis d'avoir un document de référence et qui a mis en avant et en perspective plusieurs herbiers conservés à la médiathèque Jean Jaurès, considérés comme les principaux herbiers pour le département de la Nièvre. Donc ça a été notamment quatre documents qui ont servi de base à cette exposition. Donc rapidement, un mot pour chacun. Vous avez donc en photo d'ailleurs une présentation de l'herbier nivernais constitué par Alexandre Borot, constitué entre 1828 et 1834. Alexandre Borot, c'était donc un botaniste, pharmacien de profession qui s'est installé à Nevers en 1828 et qui va parcourir plus de 150 communes du territoire de la Nièvre sur les 316 que comportait le département à l'époque, et qui va constituer donc cet herbier, donc constitué de 8 volumes et comportant plus de 1430 planches. Donc c'est vraiment le document de référence pour le département et considéré donc par le Muséum d'histoire naturelle d'Autun comme l'élément important et déterminant pour le 19e siècle pour les herbiers et notamment pour le département de la Nièvre. Nous avons pu également présenter un autre herbier aussi important en lien également avec Alexandre Borot. Donc l'herbier dit du musée de Nevers, établi par un ancien officier d'artillerie, Jean-Antoine Caffort, à partir de 1833, qui sera complété par la suite jusqu'en 1879. Donc là aussi un herbier assez important, 11 cartons comprenant 2500 à 3000 planches. Et Jean-Antoine Caffort était un ami d'Alexandre Borot. Les deux vont échanger et constituer et surtout échanger des échantillons pendant leur exploration sur l'ensemble du territoire de la Nièvre. Et cet herbier a été finalement redécouvert à travers cette exposition, puisque nous avons pu faire des recherches complémentaires et retrouver des éléments précisant la constitution de celui-ci. Autre herbier également, alors je m'excuse, c'est une nomenclature, mais c'est quand même intéressant de vous les présenter. L'herbier du docteur Subert. Donc c'est un herbier de la fin du milieu du XVIIIe siècle, constitué selon les indications manuscrites de 1738 à 1754. Plutôt un herbier de médecine, plutôt avec une utilisation de pharmacopée, sur lesquels nous n'avons pas de datation et de localisation. Mais ces indications et les recherches qui ont été menées nous ont permis quand même de pouvoir le dater et de trouver une appartenance avec un dénommé Guérin. Et là, les recherches restent à faire pour l'identifier précisément. Et enfin, un herbier de la famille des cryptogames, donc un herbier de mousse, de lichen, de champignons, donc un document intéressant du début du 19e siècle, avec plus de 80 échantillons. Donc voilà, ces 4 herbiers qui appartiennent à la médiathèque et constituaient le cœur de l'exposition. Ce qui était intéressant donc, dans le travail qui a été mené pour cette exposition, c'est de pouvoir identifier d'autres herbiers. Nous avons fait appel pendant plusieurs mois à l'ensemble des institutions patrimoniales sur le territoire, donc évidemment aux archives départementales de la Nièvre, à la conservation départementale des musées de la Nièvre, mais également d'autres institutions ou d'autres structures dans lesquelles on pouvait trouver des herbiers, des documents similaires qui avaient été notamment référencés dans l'inventaire de 2006. Alors, notamment, donc là, vous avez en photo 6 planches d'herbier entomologiques, document très intéressant, redécouvert dans le cadre de la préparation d'exposition
aux archives départementales de la Nièvre, provenant d'un dépôt de la Société académique du Nivernais, qui fait le lien entre les herbiers et surtout l'interaction entre les insectes et les plantes. Donc un document intéressant qui a été réalisé par un instituteur entre 1885 et 1895 et qui nous a permis de faire le lien, notamment vis-à-vis des visites auprès des scolaires, entre la faune et la flore. Autre herbier, celui de Victor Gautron du Coudray, qui appartient à un musée municipal de Marzy, une petite commune située sur le territoire de l'agglomération de Nevers, donc un herbier constitué entre 1939 et 1942, constitué de 390 planches, un herbier intéressant de la première moitié du XXe siècle. Là aussi, c'était intéressant de le présenter pour avoir une chronologie assez importante pour la présentation de ces documents. Autre herbier, alors l'herbier d'Abel Maujean, qui a constitué les 6 planches d'herbier entomologiques. Donc ça a été une découverte au moment du montage de l'exposition et des recherches menées, c'est de redécouvrir ces 2 documents, de faire le lien entre les deux. Et cet herbier est intéressant, il est conservé au lycée Raoul Follereau, donc un lycée d'enseignement général, au sein des laboratoires des classes scientifiques du lycée, dans une armoire fermée à clé. Donc ça a été l'occasion de le redécouvrir et de pouvoir aussi rappeler au chef d'établissement d'être vigilant sur sa conservation et de faire le lien entre les archives départementales notamment et l'établissement pour veiller à sa conservation par la suite. Autre herbier, et là une structure un peu différente, le musée nivernais d'éducation. Nous avons redécouvert dans leur collection, en les contactant, donc 2 herbiers, et notamment celui-ci, l'herbier de Nicolas Martin, constitué entre 1872 et 1919. Nicolas Martin était professeur à l'école normale supérieure de Varzy, une petite commune de la Nièvre, et a constitué cet herbier à des fins pédagogiques. Et enfin, un autre herbier, donc là que nous avons retrouvé au sein d'une petite commune de la Nièvre, dans les Amognes, à Beaumont-la-Ferrière, patrie d'Achille Millien, folkloriste, poète, plus connu pour ses recueils de chansons et de contes en lien avec la Nièvre et le Morvan, qui avait constitué un herbier lorsqu'il était au lycée à Nevers entre 1854 et 1856. Donc là, également un élément intéressant. Cet herbier est conservé actuellement dans la salle du conseil municipal de cette petite commune. Donc là aussi, la vigilance a été rappelée pour sa conservation et on a pu le présenter à un public beaucoup plus vaste que la salle du conseil municipal. Donc voilà, autant d'éléments qui ont constitué le socle de l'exposition. Donc un travail mené pendant plusieurs semaines et donc des déplacements qui ont été menés par toute l'équipe de la médiathèque, des rencontres, des échanges, des conventions évidemment de près et des redécouvertes. On sourit parce que à chaque fois les conventions de prêt pour les modalités administratives évidemment sont différentes en fonction des structures. Et puis c'est autant d'échanges avec les structures qui conservent ces documents et de rappeler tout l'intérêt de pouvoir les conserver et de les présenter au public. Voilà. Alors, Jean-François vous a présenté effectivement le socle patrimonial documentaire du projet. Ce qui a été intéressant dans l'histoire de ce projet-là, c'est qu'en fait, c'est un projet qui remontait à plusieurs années, au moment où la direction de la médiathèque a changé, donc il y a 5 ans maintenant. C'est un des premiers documents que Jean-François, qui était à l'époque responsable des fonds patrimoniaux, m'a présenté. Et c'est vrai que l'herbier c'est un objet particulier, qui est un objet qui est beau, d'abord, souvent, qui évoque aussi un lien qu'on a à la nature, qui est un lien sensible et très concret, qui peut nous rappeler aussi des expériences de l'enfance, de l'école, plutôt des expériences heureuses, voire des expériences familiales, et puis qui, depuis quelques années, de façon plus évidente, peut-être rencontre des préoccupations contemporaines en termes de biodiversité, de présence du végétal dans les villes et de développement durable. Et ce projet est tombé à ce moment-là à la ville de Nevers, à la croisée entre les volontés de plusieurs politiques publiques, entre les objectifs de plusieurs politiques publiques, et c'est ça aussi qui était intéressant pour nous dans ce projet-là, à la fois une politique publique de valorisation du patrimoine,
forcément, par l'intermédiaire de la médiathèque, mais aussi de valorisation du patrimoine naturel à travers les activités d'un service qui est à Nevers, qui est le service d'animation du patrimoine, donc qui est indépendant du nôtre, et qui a pu créer un lien entre les planches d'herbier que Jean-François a pu valoriser, communiquer, voire remettre au jour, et la biodiversité du territoire, notamment les végétaux qui étaient recensés et qui renaissaient dans les rues de Nevers. C'était aussi à la croisée de la politique publique en termes de végétalisation, espaces verts et développement de la biodiversité, puisque alors la ville de Nevers est l'une des rares villes à avoir un service pédagogique des espaces verts qui mène un gros travail, et puis une politique aussi de l'environnement qui visait à arrêter l'usage de pesticides. On a été aussi une des premières villes à mettre ça en œuvre sur le territoire, arrêter l'usage des désherbants et développer la biodiversité, y compris dans un cadre urbain. Voilà. Donc ce projet-là a été en quelque sorte la matérialisation de cette croisée de politique publique. Voilà, donc l'exposition a duré 6 mois, de juin à décembre 2019, avec une inauguration qui a été faite au moment de la fête des jardins au mois de juin. Le fil conducteur de l'exposition était l'exposition itinérante Herbe en Loire, qui a été prêtée aimablement par le Muséum d'histoire naturelle d'Angers. Elle a rassemblé 20 partenaires au total, avec 25 pièces qui ont été prêtées. Les partenaires ne faisant pas que prêter des pièces pour l'exposition, mais c'était aussi des partenaires pour faire des actions de médiation et de valorisation autour de l'exposition. Je vais juste rajouter une précision. Donc, nous nous sommes adressés au Muséum d'histoire naturelle d'Angers, dans la mesure où Alexandre Bourreau, donc, qui a constitué l'herbier de référence pour le département, est originaire du Maine-et-Loire. Donc, lorsqu'il a vécu de Nevers, donc de 1828 à 1838, en 1838, il a été nommé directeur des jardins botaniques de la ville d'Angers. Et sur place, a constitué également un autre herbier plus général sur la flore française, intégrant également des planches concernant le département de la Nièvre. Et surtout, il va constituer un fonds d'archives sur place avec plusieurs centaines de lettres autographes de botanistes de toute la France et notamment de nombreux botanistes nivernais. Donc ça, c'est un fonds qu'on a redécouvert pendant le montage de l'exposition et qui nous a servi de base pour la publication que vous avez entre les mains. Ouais, je te replace. Non, mais il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc un projet qui a été un beau projet, mêlant culture dans tous les sens du terme, lecture publique, patrimoine et aussi espaces verts. Les espaces verts qui avaient d'ailleurs contribué en faisant une belle scénographie pour l'exposition, et puis des activités d'identification de plantes, des plantes indigènes sur la ville. Et puis, comme toujours, une forte implication du service communication de la ville qui nous a permis à la fois d'avoir des beaux documents supports. Je ne sais pas si vous les avez reçus. Jean-François les a envoyés à l'agence en début de semaine. On les a bien reçus. Oui, voilà, simplement quelques cartes postales, voilà, des clients, programmes qui accompagnaient l'exposition, qui ont pu être distribués sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Voilà, et qui ont eu beaucoup de succès. Ils ont été distribués, ont eu beaucoup de succès, en fait, y compris ici. Merci pour eux, on leur transmettra. Et puis une publication avec la Camosie. Voilà. Voilà, vous avez ici quelques photos qui présentent l'exposition. On a la chance de pouvoir bénéficier d'une salle d'exposition de 200 mètres carrés. Au final, qui s'est avérée trop petite, puisque comme toujours, on a pu retrouver donc par le biais de ces découvertes faites pendant la préparation d'exposition plusieurs herbiers. Alors, évidemment, un herbier constitué de 3000 planches, le choix est difficile. Néanmoins, on a pu présenter donc les éléments les plus intéressants, les pièces essentielles par rapport à ces documents. Vous avez également un autre cliché qui présente une des actions réalisées pendant cette exposition et
on en parlera ensuite, mais voilà, ça a généré des animations, des ateliers, évidemment constituant des herbiers avec des scolaires et un public beaucoup plus large, un public familial. Donc, si on reprend l'ensemble des actions de médiation de valorisation, donc la publication donc, qui a été menée en partenariat avec la Camosine, hein, donc la collection des Annales des Pays Nivernais, tirée à 2000 exemplaires. Donc, quand même, en termes de diffusion, c'était très intéressant pour nous et pour eux, puisqu'on a pu ainsi fédérer tout un ensemble d'auteurs. Alors, toute la difficulté pour nous, évidemment, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes du sujet, mais néanmoins, ce qui nous a intéressé, c'est de travailler sur l'histoire de ces documents, la genèse, ces botanistes qui ont pu mettre en forme ces herbiers. On a également fait appel à des spécialistes quand même plus à même, plus à même de pouvoir traiter. Je pense à David Baudouin, président de la Société d'histoire naturelle d'Autun, et qui est collaborateur avec le Muséum d'histoire naturelle d'Autun, qui a pu faire un historique des herbiers, notamment pour le département de la Nièvre. Je pense également à Olivier Bardet, qui a proposé une conclusion à cette publication en évoquant justement tout l'intérêt de conserver ces documents et surtout de voir par quels aspects ces herbiers ont une place dans notre époque contemporaine, avec des projets de recherche et de développement scientifique en partant de ces documents. Nous avons également, donc Isabelle l'a rappelé, donc mené des actions avec le service du patrimoine et le service pédagogique des espaces verts de la ville de Nevers, qui accueillent chaque année environ 2000 scolaires au sein de leurs jardins, des jardins municipaux, des serres de la serre municipale, avec donc des visites qui ont été programmées dans les rues de Nevers, faisant un parallèle entre ces herbiers du 19e et des espèces indigènes qui réapparaissent dans les rues de la ville. Des ateliers créatifs, comme vous l'avez pu voir sur le cliché précédent, des ateliers donc d'empreintes de végétaux, création d'un herbier en famille, un partenariat également avec le musée des Beaux-Arts et de la Faïence de Nevers, intitulé Langage des fleurs. Il s'agissait de composer des décors, des motifs, des tableaux à partir d'éléments végétaux. La nature en image, là il s'agissait d'un partenariat avec le service animation du patrimoine de la ville de Nevers et de redécouvrir le décor architectural végétal dans les monuments neversois. Deux conférences, donc une communication de David Baudouin à l'occasion de la présentation de la publication dans la collection des Annales du Pays Nivernais, et une communication sur le botaniste Alexandre Boreau par Thomas Rouillard, responsable des collections botaniques du Muséum d'histoire naturelle de la ville d'Angers, qui a pu replacer Alexandre Boreau dans une dimension plus nationale par rapport à son travail scientifique, puisque Alexandre Boreau était membre de la Société botanique de France et avec d'autres Nivernais d'ailleurs qui ont eu une action sur le plan national dans ce domaine. Un spectacle musical, ne cherchez plus la petite bête. Donc, il s'agissait de faire le lien par rapport à ces herbiers entomologiques. Donc, une création musicale mettant en avant les insectes et faisant le lien entre les insectes et la flore qui s'adressait à un public assez large. Autre partenariat également avec l'Éducation nationale à plusieurs niveaux. Alors, pour la première fois nous concernant, nous avons pu mettre en place une classe patrimoine, donc en lien avec l'inspection académique de la Nièvre, une classe patrimoine qui s'adressait au niveau élémentaire, au troisième niveau CM1, CM2. Donc c'était une classe de CM1 qui a pu bénéficier de 4 sessions, 4 ateliers. Un premier atelier de découverte de la flore et de la flore sur le territoire de l'agglomération avec le service pédagogique des espaces verts de la ville de Nevers. Une découverte du décor végétal dans l'architecture de la ville de Nevers, une visite guidée de l'exposition accompagnée de la mise en forme d'un herbier sur place au sein de la médiathèque. Et j'oublie une session, c'était une session de découverte dans les rues de Nevers également sur la flore présente dans les rues de la ville. Autre partenariat également qui était très intéressant avec le lycée agricole de Nevers-Chalhuy, puisque ce lycée agricole propose une option découverte de l'environnement avec pour cette année 2019, donc
il y a eu la création d'un herbier au sein du lycée lycée agricole de Nevers-Chaluis, et les 3 classes de niveau seconde, première et terminale ont pu bénéficier de visites guidées et commentées au sein de l'exposition. Donc là, un partenariat intéressant avec les enseignants. Et puis pour finir, un partenariat plus créatif également avec le lycée de la communication à l'Incola, intitulé Herbe folle. Et là, c'est un travail de linogravure et de gravure sur bois, prenant pour thème, évidemment, les motifs végétaux présents dans les herbiers. Donc voilà, quelque chose d'assez large. On a pu ainsi travailler sur tous les aspects par rapport au thème proposé. Voilà, donc le bilan dressé, on a touché environ 600 personnes uniquement dans les ateliers et les visites guidées de l'exposition. On n'a pas de système automatique pour comptabiliser les visiteurs de l'exposition, donc ça reste assez vague pour nous. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'exposition a été beaucoup vue par rapport à d'autres projets qu'on peut mener aussi, et qu'on a eu beaucoup de retours positifs. Et puis, évidemment, c'est toujours très plaisant pour nous, très valorisant pour l'équipe. Et puis, des gens, y compris qui venaient d'assez loin, d'autres départements, voire de régions parisiennes. Donc, on était très contents de ce projet-là. Les prolongements, c'est aussi des acquisitions non onéreuses, des dons qui ont été faits. Donc, les collections patrimoniales, pendant le temps de l'exposition, ont pu s'enrichir de 4 herbiers supplémentaires qui nous ont été donnés parce que les donateurs ont vu l'intérêt que portait la ville à cette thématique-là. La publication faite avec la Camousine a été diffusée sur l'infrastructure École-Nat. Et puis, cette année, un petit partenariat avec le service éducation et l'environnement de la communauté de communes Cœur de Loire à Pouilly-sur-Loire dans la Nièvre, donc pas très loin de Nevers. Voilà. Donc, on a terminé. On espère ne pas avoir été trop long et avoir trop empiété sur le temps de parole des autres invités de la table ronde. On espère avoir pu vous communiquer le plaisir qu'on a eu à monter cette exposition et à monter ce travail, à travailler aussi avec tous les partenaires qui ont beaucoup donné de leur temps, de leur énergie, qui ont été très généreux avec nous. Et voilà, qu'on voudrait remercier encore une fois. Et puis, à titre personnel, remercier Jean-François, qui désormais est directeur de la médiathèque Jean Jaurès, d'ailleurs, depuis hier, officiellement. Félicitations, voilà. Jean-François. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. On note vraiment le côté collectif, les partenariats, la transversalité. Donc c'est vrai que pour le thème de la journée, c'est vraiment exemplaire. Et la sensibilisation de tous les services municipaux, de tous les acteurs. Donc c'est vraiment une très belle opération. Et le catalogue est vraiment magnifique, ainsi que les cartes postales dont on a tous bénéficié aujourd'hui. Nous allons poursuivre la table ronde. On réserve un petit peu de temps à la fin de cette table ronde pour les questions dans la salle, si vous le voulez bien. Et je vais donner tout de suite la parole effectivement à Sylvie Bépois et à Hervé Richard. En 2 mots, effectivement, Sylvie Bépois est docteur en histoire médiévale, professeur agrégé donc, qui enseigne à l'université de Besançon. Elle a travaillé donc, sur le Moyen-Âge. Donc, elle a publié notamment Une cité et son territoire, Besançon en 1391, en 2010. Administration et gestion d'un domaine princier à la fin du Moyen-Âge, le comté de Bourgogne sous Jean sans peur, 2015. Et pour l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, qui est un ouvrage collectif associant plus d'une cinquantaine d'auteurs, elle a travaillé avec Hervé Richard, directeur de recherche émérite au CNRS, qui a donc consacré ses travaux à l'évolution des paysages forestiers et agricoles anciens. Ses recherches récentes, il nous en parlera peut-être tout à l'heure, portent notamment sur le Groenland et sur la Croatie. En tout cas, c'est ce qu'il mentionne au 4e de couverture de cet ouvrage important sur la forêt au Moyen-Âge. Et ils sont tous les 2 membres du laboratoire Chrono-Environnement de Besançon. Voilà, je vous cède la parole en vous remerciant d'être venu jusqu'à Dijon pour nous parler de ce très bel ouvrage. Je crois qu'il est éteint. Ici. Un petit moment. C'est long.
Ça ira? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation qui va nous permettre de parler de notre livre qui nous a bien occupés toute l'année dernière et dont on est, il faut le dire tout de même, assez fiers. Donc, puisqu'il est question ici tout de même d'évoquer le patrimoine, les archives et tout ce qui va donc dans cette idée de conserver le passé, je voudrais dire que la conservation du patrimoine pour un historien, c'est la base vraiment de tout, puisque l'histoire, c'est l'étude justement de l'écrit. Donc la conservation du patrimoine, c'est vraiment très important. Mais, et je rebondis un petit peu parce que j'avais dans la tête, mais avec ce qui a été dit auparavant, parce que je voyais le mot qui aujourd'hui est à la mode de valorisation. Le terme valorisation, c'est le mot à la mode, un peu issu des nouveaux méthodes managériales, etc. Et moi, je préfère de beaucoup le mot transmettre. Parce que ce qui valorise vraiment ce patrimoine, c'est la transmission. Et c'est pour ça que lorsque on a eu l'idée de faire ce livre, c'était surtout l'idée de transmettre ce qu'on savait sur la forêt, mais aussi tout ce qui avait été découvert dans les dernières années. En valeur votre présentation, puisqu'on a une présentation PowerPoint. Ah oui, c'est une petite illustration, oui. Enfin, Hervé, on arrive effectivement techniquement à projeter ce que vous avez préparé. Sinon, j'ai la clé. Je suis là. Non, celui-ci, voilà. Je me rends compte que j'ai oublié de dire que c'était édité aux Belles Lettres en 2019. Oui. Et nous apprenons qu'il est épuisé. Voilà. Alors, donc, d'autant plus cette importance du patrimoine lorsqu'on est historien du Moyen-Âge, puisque si on veut véritablement se plonger dans le Moyen-Âge, il faut se plonger dans les archives. Et en particulier, ici, j'ai mis deux exemples. C'est vraiment une illustration. C'est pas aussi démonstratif que le PowerPoint précédent. Ce sont des illustrations. Et ces archives, c'est elles qui nous permettent de connaître ce qu'on peut raconter, et en particulier sur la forêt, puisque c'est ça qui nous amène ici. Donc des archives que l'on peut trouver dans différents lieux de conservation, puisque là j'ai mis à la fois municipal, départemental. Alors notre ouvrage, ce qui nous a guidés aussi, c'est pas seulement l'histoire, et Hervé complétera justement sur la partie d'une approche un peu différente, paléo-environnementale, qui nous a permis de compléter tous les manques qu'on avait. Alors le livre, ce qui nous a guidés justement, c'est de réunir ces deux aspects, mais aussi de revenir un petit peu sur ce qu'on savait sur la forêt au Moyen-Âge, parce que la forêt au Moyen-Âge, c'est quand même quelque chose qui est très important dans l'imaginaire. On le retrouve énormément dans la littérature, mais les extraits que je vous ai mis ici, justement, ça n'est pas de la littérature, parce qu'il y a d'autres documents, d'autres documentations qui permettent d'approcher au plus près ce qu'était la forêt. La forêt dans la littérature, c'est la forêt rêvée, c'est la forêt imaginée, c'est la forêt symbolique, alors que dans des archives plus diplomatiques, les archives plus de la pratique, etc., comme celle que je vous ai mis ici, par exemple, on va approcher au plus près de la forêt, de son exploitation, et c'est là qu'on rejoint finalement le thème sur l'environnement, parce que c'est souvent un aspect qui était négligé. D'où l'intérêt de notre ouvrage, qui essayait justement de vraiment essayer d'expliquer le pendant du symbolique, la forêt réelle, la forêt exploitée.
Alors, juste, la forêt symbolique, la forêt littéraire, nous l'avons voulu également très illustrée, puisque on peut utiliser pour ça des archives iconographiques, bien sûr, hein, et on a essayé d'illustrer notre collègue Hélène Gallet, qui, à l'aide de Daniel Kéruel, hein, qui a écrit toute la forêt symbolique et littéraire, a beaucoup illustré parce que elle est très présente. La forêt est extrêmement présente dans la littérature médiévale, mais de façon symbolique. Et souvent même, elle est plus suggérée, hein, plus suggérée que vraiment expliquée, commentée et décrite. J'avais pris ce petit exemple justement où on voit Lancelot et l'ermite, hein, où finalement la forêt est symbolisée avec juste un petit arbre, hein, et c'est souvent le cas dans la forêt, dans la littérature, où la forêt est un décor derrière, mais qu'on n'estime pas utile de décrire. Moi, je ne décris pas les choses qui sont un petit peu évidentes. Ou alors on va être à l'intérieur de ce décor et vouloir démontrer quelque chose. La forêt, c'est le sauvage, la forêt, c'est le lieu où on va chercher la rédemption, la forêt, c'est le lieu où on va essayer de faire des exploits. Alors cette forêt-là, évidemment, c'est pas vraiment, c'est un environnement irréel, symbolique. Mais nous, ce qui nous intéressait justement, c'est de présenter la forêt réelle, la forêt exploitée, et ça nous a beaucoup occupés. Et nous avons donc contacté les meilleurs spécialistes sur le sujet, en particulier certains auteurs qui ont montré que le bois au Moyen-Âge était extrêmement vendu et échangé. Hein. On échangeait le bois, on le transportait sur les rivières. Donc là, on voit vraiment qu'il y avait une exploitation de la forêt. Mais la forêt servait aussi à ce qu'on appelle la proto-industrie. Alors, nous sommes franc-comtois, nous avons un des meilleurs exemples qui soit pour le prouver, c'est les salines de Salins. Hein. Les salines de Salins, et là, on a une très riche documentation qui montre à quel point on a déforesté au Moyen-Âge pour faire chauffer les chaudières où l'on faisait s'évaporer la saumure pour récolter le sel. Donc, on voit que là, ce qui nous a guidés aussi, c'est d'avoir une vision plus complète de l'utilisation de la forêt, parce qu'on avait toujours l'image des défrichements. Alors, on ne pouvait pas ne pas traiter des défrichements, évidemment, puisque le Moyen-Âge, c'est la première grande période de défrichement. Hein. Et on peut dire que ça a été la période où on a le plus coupé les forêts dans un temps relativement court, puisque c'est le Moyen-Âge central, 11e, 13e siècle, hein, durant 3 siècles, on a vraiment défriché de façon intensive parce que la population augmentait. Mais pas seulement. C'est aussi parce qu'on en avait besoin pour produire le sel. C'est aussi parce qu'on en avait besoin pour produire le verre. Ça, ce sont des choses que c'était pas vraiment évident dans la connaissance collective. Et ça nous a permis ainsi, avec cet ouvrage, qui essaie d'englober un petit peu tous les aspects, justement, de montrer hein, cette exploitation. J'ai perdu le fil. J'avais quelque chose derrière, mais après c'est toi, oui. Non, mais je voulais dire quelque chose et ça m'échappe. Ça va revenir, dis autre chose, ça va revenir. Je suis désolée. Donc c'était vraiment une approche qu'on a voulu, pour une connaissance de la forêt plus complète, hein, mais encore plus complète grâce justement à une autre approche. Et oui, c'est ça, j'aurais voulu parler aussi des charpentes. Mais je pense que Hervé en parlera, hein, puisque malheureusement, hein, au cours de la rédaction de notre livre, est arrivé l'incendie à Notre-Dame.
Et c'est pourquoi nous avons pu intégrer un tout petit chapitre, mais alors vraiment en catastrophe. On n'a pas développé peut-être autant qu'on aurait pu le faire. Un petit chapitre sur Notre-Dame qui est du patrimoine, même si ce n'est pas du patrimoine écrit, hein, ça fait partie du patrimoine, et patrimoine qui a disparu. Et on avait des chercheurs de chrono-environnement qui avaient fait une étude de la charpente dans les années 90, donc on a pu intégrer cette petite chose, mais les charpentes, c'est aussi quelque chose qui nous ont énormément appris et qui... Alors si, voilà, c'est ça aussi, je voulais conclure simplement moi avant de passer à Hervé, c'est que ce livre avait aussi un objectif parce que quand l'historien médiéval va dans les archives, cherche, trouve des choses et écrit des livres, vous en avez cité 2 que j'ai produits, ou commis, comme on veut. Et ces ouvrages ne sont pas destinés véritablement à un public large, c'est plutôt un public averti, d'universitaires. Et là, notre objectif quand même, c'était une diffusion plus importante, hein, pour permettre justement la transmission. La transmission peut se faire par des expositions ou par l'édition, hein, et nous, c'est ce choix que nous avons fait. Mais je passe la parole, ça j'aurais dû le dire plus tôt, c'est pour ça. Je passe la parole à Hervé. Alors, attends, tu me tournes ça. Donc, bonjour à tous. Avant d'embrayer sur ce que vient de dire Sylvie, on vous a parlé de notre laboratoire CNRS qui s'appelle le laboratoire chrono-environnement. C'est un laboratoire très bizarre. Hein. Donc, notre mission, c'est d'étudier les relations entre l'homme et l'environnement. Donc, ça veut dire que pour répondre à cette question, eh bien, on a des spécialistes qui sont des spécialistes classiques, qui font de l'écologie, qui travaillent sur l'agriculture actuelle. On a des gens qui vont travailler sur les sols, etc. Mais on ne se contente pas de ça. On veut aussi voir, par exemple, on a des médecins avec nous, parce qu'ils travaillent sur l'impact de l'environnement sur la santé humaine, les allergies au pollen, la rage, l'échinococose, etc. Et puis, surtout, on essaie de remonter dans le temps pour voir la totalité des relations entre l'homme et l'environnement. C'est-à-dire depuis quand l'homme va commencer à domestiquer l'environnement, comment ça se passe, etc. Donc dans notre laboratoire, on a des historiens comme Sylvie et puis d'autres qui sont plus issus des sciences de la nature, comme ce que je vais vous présenter maintenant. Donc quand Sylvie est venue me voir, donc évidemment, moi je connaissais ce que faisaient les historiens du Moyen-Âge sur la forêt, j'en connaissais les grandes lignes, mais on s'est dit comment on peut mélanger nos 2 approches pour essayer d'arriver à répondre à cette question, à quoi ressemblait la forêt au Moyen-Âge. Donc pour ça, on utilise différentes disciplines. Alors là, ça va vous faire plonger dans un autre monde. Hein. Je vous préviens tout de suite, ça va peut-être être un peu difficile, hein, mais vraiment, c'est plus du tout des textes, des choses comme ça. Mais nous, on appelle ça aussi des archives sédimentaires. Tout simplement, je vais vous montrer une très belle diapositive. Vous voyez tout au-dessus, là-bas. Évidemment, c'est quand on choisit des exemples comme ça, c'est comme quand on choisit une très belle enluminure pour mettre sur la couverture d'un livre, on choisit la plus belle photo que l'on ait, et vous voyez que dans ces sédiments, là-haut, on s'aperçoit que le collègue suédois qui est là, dans les années 30, il s'est aperçu que dans les sédiments, il y avait une succession de petites lamelles blanches et de petites lamelles noires. Et puis, il est même allé plus loin, il a démontré qu'une noire et une blanche, c'est pas de la musique, hein, mais une noire et une blanche étaient égales à une année. Donc ça veut dire que dans ces sédiments-là, on est capable, comme un livre, comme les pages d'un livre, nous, on a des couches de sédiments qui vont nous raconter une histoire. Et plus on descend au fond, plus on va raconter une histoire ancienne. Et donc, on va pouvoir, comme ça, rentrer dans cette histoire de l'environnement à partir de méthodes. Alors là, je ne vais pas trop vous les développer, mais avant ça, donc vous voyez que pour aller chercher ces sédiments, eh bien, on a des différents appareils qui ressemblent beaucoup à des appareils de forage pétrolier. Hein. Donc c'est l'exemple qui est là, c'est sur un lac dans le Jura, donc où on va envoyer un carottier au fond du lac et il va nous récupérer les sédiments. Ces sédiments qui sont exactement comme un empilement d'assiettes. Une assiette tous les ans,
Et puis donc, nous, on va essayer de reconstituer tout ça. Alors, le blocage que l'on avait, par exemple, quand j'ai commencé ma thèse, ou un petit peu plus tard, le blocage que l'on avait, en fait, c'est qu'il fallait vraiment dater les phénomènes qu'on arrivait à décrire. Et donc là, on a beaucoup utilisé une méthode dont vous avez obligatoirement entendu parler, qui s'appelle le carbone 14. Donc c'est une méthode qui a été découverte dans les années 1950, donc qui permet, à partir d'un petit reste organique, un petit bout de feuille, une petite graine, une petite brindille, etc., un morceau d'os, qui permet de donner la date de la mort de cet objet. Donc on arrive à dire, cet objet-là, il est mort il y a 5570 ans, mais on n'est pas aussi précis parce que c'est comme les radars en voiture. Vous savez, quand vous allez à 95 km/h, on vous compte que 90 km/h. Là, c'est pareil, il y a une marge d'erreur. Donc c'est 5570 ans, plus ou moins 20 ans. Mais ça fait rien, c'est quand même très très précis. Et puis l'exemple qui est à l'écran ici, c'est que quand on multiplie les datations radiocarbone, donc là on a sur la gauche la profondeur, on a allé jusqu'à 4,50 m, et puis sur la ligne horizontale, donc on a les âges. Et donc la ligne bleue qui est là, elle fait le rapport entre la profondeur et les âges. Et par exemple, si je suis à 80 cm de profondeur, je trace une ligne droite jusqu'à ma courbe bleue, et cette ligne droite, elle me donne la date. À 80 cm de profondeur, je suis en 1650. Donc, grâce à ces progrès-là, donc on arrive à avoir des datations très très précises sur des événements que l'on veut décrire. Alors, quel type de méthode on utilise? Bon, pour ma part, moi, je suis spécialiste, et on se rapproche de la communication précédente. Moi, je suis spécialiste de paléobotanique, et je travaille en particulier sur les restes de plantes qui sont conservées dans les sédiments, et en particulier ce que vous avez à l'écran là. Ce sont des restes, ce sont des pollens de plantes. Chaque plante va produire un pollen qui est morphologiquement différent d'une autre plante. Et vous voyez qu'ils sont tous différents. On arrive à reconnaître comme ça, en bas, un pollen de bouleau, un pollen de pin, un pollen de chêne, un pollen de céréales, etc. Et puis la dernière au-dessus, c'est une des méthodes qu'on a mises au point il y a très peu de temps, où on arrive aussi à reconnaître les spores de champignons. Alors, ce n'est pas très important de savoir s'il y avait des morilles ou des girolles, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des champignons microscopiques qui sont liés en particulier à l'agriculture. Et par exemple, celui qui est tout au-dessus, là, c'est un champignon qui pousse sur les bousses de vache. Donc, quand vous avez ces champignons dans le sédiment, vous êtes sûr qu'à cet endroit-là, ou très proche, il y avait de la culture de céréales. Et puis l'autre discipline que l'on applique beaucoup et qu'on a beaucoup appliquée dans le livre, Sylvie vient vous en parler, donc c'est la dendrochronologie. Donc vous avez tous vu des coupes dans des arbres ou dans des vieilles charpentes, etc. Alors comme son nom l'indique, le but premier de la dendrochronologie, c'est de donner une date. Quand on a la totalité de l'arbre, c'est-à-dire quand on va jusqu'à l'écorce, on peut même donner une date à la saison près. C'est-à-dire on peut dire cet arbre qui a servi à construire cette charpente, il a été coupé en 1542 et puis plutôt à l'automne 1542. Donc oui, c'est d'une précision diabolique. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas trop de la dendrochronologie. Dans la chronologie, dans notre livre, on en a parlé, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est qu'à travers ces cernes de croissance, enfin, suivant qu'ils sont plus ou moins serrés, ils vont nous donner des indications sur le milieu, sur l'état de la forêt dans lequel a poussé cet arbre. Par exemple, on va pouvoir, c'est les petits dessins qui sont en dessous, dire, c'est un arbre qui a poussé plutôt dans une futaie très serrée parce qu'il a des cernes très serrées, il n'avait pas beaucoup de place pour grandir, ou au contraire, c'est un arbre très jeune qui a poussé très vite, très très haut. C'est l'exemple, par exemple, de la cathédrale de Bourges, qu'on développe dans le livre, où on démontre qu'en fait, les arbres qui ont servi
à construire la charpente de la cathédrale de Bourges, c'est déjà des chênes, mais c'est des chênes qui n'étaient pas très gros, mais qui poussaient très très haut, qui étaient très très longs, très très hauts, parce qu'ils poussaient dans une forêt qui était assez claire, dans laquelle ils pouvaient pousser correctement. Et puis, ces deux disciplines réunies, la palynologie et puis donc la dendrochronologie, elle permet donc d'approcher l'état de l'environnement. Est-ce qu'il y avait des cultures, est-ce qu'il y avait des prairies, est-ce que la forêt était dominante, comment était cette forêt, qu'est-ce qu'il y avait dans cette forêt, etc. Mais elle nous permet aussi d'approcher les conditions climatiques. C'est-à-dire, à partir de là, on met en évidence des choses qui sont connues par d'autres disciplines, comme l'optimum climatique du Moyen-Âge, c'est une période particulièrement favorable du point de vue climatique, entre le 9e et le 12e, 13e siècle à peu près. Et puis on met aussi en évidence les débuts du petit âge glaciaire, donc qui dans certaines régions va être une période très difficile, qui commence au 13e siècle et qui se termine en 1850. Et donc à partir de là, on reconstitue vraiment presque la totalité des conditions environnementales d'une région. Et puis l'autre approche que l'on a mis dans ce livre, c'est une approche archéologique. Alors, c'est de la fouille archéologique, mais c'est pas vraiment ça qui nous a intéressés. Ce qui nous a intéressés, en fait, c'est l'application à l'archéologie de nouvelles méthodes, et en particulier de nouvelles méthodes d'imagerie aéroportée qui s'appellent le LIDAR. Donc le LIDAR, c'est un laser en fait qui est sous un avion et puis qui va donner des mesures d'altitude du terrain qu'il est en train de prospecter, aussi bien sur une prairie que dans une forêt. Et puis ces mesures, elles vont être juste à 10 cm près. C'est-à-dire qu'on va réussir à construire une microtopographie qui est juste à 10 cm près. C'est-à-dire qu'on va voir les moindres micro-reliefs se détacher. Là, je vous ai donné quelques exemples qu'on voit difficilement, mais le petit carré qui est en plein milieu, qui ressemble un peu à un donut, ou bien un trou de bombe, c'est un four à chaud. Donc c'est la trace d'un four à chaud, c'est-à-dire pour faire un four à chaud, on faisait un mur circulaire en pierre, et puis au-dessus de ce mur, on faisait un toit, et on mettait du feu à l'intérieur, et donc ça transformait le calcaire en chaud. Et sur la diapositive de droite, qu'on ne voit pas beaucoup, mais sur une région pas très étendue, on est en gros entre Pontarlier, Morteau, Neuchâtel, on a repéré 1500 fours à chaux de ce type. Donc, on rentre comme ça dans les forêts et on voit ce que disait Sylvie, on voit donc la trace d'une proto-industrie qui a dû impacter obligatoirement les forêts. Un autre exemple qui nous a un petit peu plus surpris, en commençant une fouille de ce qu'on croyait être un four à chaux, en fait c'était un four à pois. Et donc, c'est que la poix a été très, très utilisée, donc évidemment, pour l'éclairage, pour calfater les navires. Ça a même été utilisé en santé humaine ou vétérinaire. C'était une des composantes du feu grégeois, etc. Donc, le Jura, le massif du Jura, s'était spécialisé dans cette poix. Donc pour fabriquer cette poix, il faut pareil faire un four, et à l'intérieur du four on met des petites planchettes, généralement d'épicéa. Dans le sud de la France c'est plutôt du genévrier, chez nous c'est plutôt de l'épicéa. Et puis c'est très difficile, on a fait des essais mais on n'est pas très très bon encore. Mais c'est donc en réglant correctement la chaleur, en fait c'est une espèce de cuisson à l'étouffée. Parce qu'on recouvre tout ça de terre, vraiment pour que la chaleur reste à l'intérieur. Si on est assez patient, puis si on a bien réglé notre feu, au bout d'un moment, on voit couler donc de la poix très noire, d'espèces de goudron végétal, donc qui sont produits par ce système. Et donc
tout ceci, ajouté à ce qu'a dit Sylvie, les salines, la verrerie, mais j'oublie par exemple les mines de fer aussi, tout ceci est très consommateur de bois. Et donc, notre travail maintenant, au-delà du livre que l'on a publié, c'est d'essayer d'évaluer combien ces proto-industries consomment de bois. On doit y arriver parce qu'on a le diamètre du donut, là, et on sait à peu près donc, son volume, et donc on va pouvoir voir combien de chauffes vont consommer combien de bois. Est-ce qu'il faut 1 stère de bois, 2 stères, 3 stères, etc. Et on va pouvoir essayer de quantifier quel impact réel il y a sur la forêt. Voilà, merci. Merci beaucoup. Très belle démonstration effectivement de la complémentarité entre une approche historique et toutes les dimensions en fait, de l'approche historique. On va passer au mode donc, de questions, effectivement, avec la salle. Est-ce qu'il y a des questions à la fois pour l'expérience de la médiathèque Jean Jaurès de Nevers, qui sont toujours avec nous, mais ça se voit peut-être moins que les intervenants en présentiel, et pour l'intervention, effectivement, sur la forêt au Moyen-Âge, dont on espère que la présentation vous a incité à acquérir l'ouvrage pour vos collections. Y a-t-il des questions dans la salle ? Si ce n'est pas le cas, je pense que Hervé et Sylvie resteront avec nous. De toute façon, il y a la possibilité de... J'en ai juste une pour les collègues de Nevers. Je me rappelle à une fête de la science, justement, il y a 10 ans, à la faculté de médecine et de pharmacie de Besançon, on a vu une exposition des herbiers des étudiants de première année de pharmacie. C'était assez émouvant parce qu'il y avait de très vieux herbiers, puis c'était d'autant plus émouvant qu'il y avait les corrections des professeurs. Donc, qui disaient, ben non, là vous êtes trompé, là c'est juste, etc. Puis ma question, c'est justement ça, est-ce qu'il y a des botanistes actuels qui sont allés vérifier les déterminations dans ces herbiers anciens, quoi? Oui. Alors, la vérification a été faite en 2006, justement, en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle d'Autun, notamment par l'intermédiaire d'un enseignant qui était en poste à Nevers, M. Jean-Claude Felzine, qui avait travaillé sur cet inventaire et qui était venu consulter l'ensemble des herbiers dont on vous a présenté en partie tout à l'heure, et qui est venu justement vérifier la détermination et vérifier aussi, faire la correspondance par rapport au plan scientifique, voilà, par rapport à la détermination qui avait été faite à l'époque. Néanmoins, il y a encore un travail important à mener, et d'ailleurs, on a pu échanger avec Thomas Rouillard du Muséum d'histoire naturelle de la ville d'Angers, notamment sur le travail d'Alexandre Moreau. Voilà, lui-même l'a pu constater par rapport à l'herbier conservé au Muséum d'histoire naturelle d'Angers. Il y a un travail de vérification qui serait à mener. Alors, vous parliez de transmission, et là, justement, ce travail de valorisation que nous avons fait à Jean Jaurès, c'est aussi l'idée de pouvoir rappeler tout l'intérêt de ces documents, de les conserver, et puis éventuellement de de les mettre en lumière pour que des chercheurs, scientifiques, universitaires viennent s'y pencher et mener un travail de vérification et de détermination par rapport à ces herbiers qui ont été acquis récemment, en complément de l'exposition. Parce que je sais que les collègues botanistes aussi, ils sont à la recherche, enfin, malheureusement, il y a de moins en moins de naturalistes qui s'intéressent à ce genre de patrimoine. Mais ceux qui travaillent encore dans ces milieux-là, ils sont à la recherche en fait des plantes disparues, c'est-à-dire des plantes qui existaient au XVIIe ou au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et puis qui maintenant ont disparu de nos flores. Et ça, je sais qu'il y a c'est en particulier au muséum qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça, quoi. Oui, on a pu identifier dans les herbiers quelques espèces qui ont disparu, et je pense notamment à l'herbier de Gauthon du Coudray, daté de 1939 à 1942. Une ou deux espèces ont disparu sur le territoire de la commune de Marzy. Donc ça a été intéressant de les mettre en avant. Vous parliez d'universitaires aussi, on aurait pu travailler avec l'université de Clermont-Ferrand, puisqu'un universitaire, monsieur Loiseau, je ne sais pas si le nom vous évoque quelque chose, mais qui a travaillé pendant de nombreuses années
dans les années 70 aux années 90 sur le territoire de la commune de la Charité-sur-Loire et de Pouilly-sur-Loire, sur tout le bassin de la vallée de la Loire, et qui a constitué un herbier également important qu'on n'a pas pu présenter, qui est conservé actuellement à l'université de Clermont-Ferrand. C'est vrai que le travail est encore un travail important à mener. C'était aussi une de nos difficultés. Nous n'avons pas d'université importante sur le territoire de la Nièvre. Donc on a peut-être manqué à un moment donné de relais. Il a fallu justement aller pouvoir prendre des contacts avec aussi bien qu'avec le Muséum d'histoire naturelle d'Autun. J'avais contacté également le Muséum d'histoire naturelle de Dijon pour avoir aussi des éléments. Ils avaient peu de choses concernant notre territoire. Et c'est vrai que l'exposition qui a été présentée en 2018 à Angers a été vraiment déterminant pour le montage de l'exposition et a été vraiment précieux pour nous en complément d'information.